Je vous dis bonjour d'abord, en vous remerciant d'être là, pendant que nos amis débatteurs, oh, Dominique Schnapper va être très loin, s'installent. Alors, je dis un mot, ceux qui sont là, c'est le seul que j'ai le droit de dire, c'est le début. Donc, Julien Drey, qui est vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, bien sûr. Je cherche Gilles Frankenstein, qui est là, absolument. Délégué général de la Fondation Jean Jaurès, Franck Triester, qui est député UMP de Seine-et-Marne, Stéphane Rosès, président de CAP, qui a été autrefois sondeur, qui est aujourd'hui dans le Conseil. Stéphane, voilà, il est là, je l'avais même perdu. Alain Gérard Slama, qui est essayiste, historien. Dominique Schnapper, sociologue, politologue, et qui a été membre du Conseil constitutionnel. Ça tombe bien pour parler de la Constitution. Alors, si j'ai bien compris, on a dit pendant, et c'est toujours l'image qu'on a, la quatrième, c'était l'instabilité, la confusion, avec la Ve République, stabilité, et aujourd'hui on dit rigidité. Alors le débat sur la Sixième République a été lancé à gauche depuis un moment. Certains continuent à vouloir le mener et on fait même, si j'ai bien compris, pour Jean-Luc Mélenchon, un axe d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Et puis ces dernières semaines, je trouve qu'il y a eu des prises de position un peu contrastées, voire paradoxales. J'ai remarqué que tous ceux qui avaient quitté le gouvernement et qui ont écrit des livres, ministres, ont tous réclamé un changement, si ce n'est de République, en tout cas des changements dans le fonctionnement de la Cinquième et un changement des institutions. Je remarque que des députés frondeurs qui veulent se faire entendre réclament eux aussi qu'il y ait un changement dans le fonctionnement de la République, des institutions, évidemment qu'on laisse plus de place au Parlement, et en même temps, eh bien, depuis quelques semaines, et ces événements qui, bien sûr, nous ont touchés, beaucoup se félicitent de la stabilité des institutions qui nous ont préservés pendant ces moments tragiques. Bref, la question est posée. Faut-il ou non changer la Constitution, changer de République, faire respirer, comme disent certains, nos institutions dans leur fonctionnement? Donc je vais vous demander à chacun votre avis. On a 1 heure, donc soyez relativement bref, surtout que je voudrais bien que dans la salle on puisse quand même aussi s'exprimer et poser des questions. Donc la première est extrêmement simple. Il faut ou non toucher à nos institutions, voire changer de République? Alors ceux qui diront oui expliqueront après pour moi, mais d'abord sur le principe. Qui est pour? On commence, allez, Franck Riester. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne suis pas pour changer les institutions, en tout cas ce qui fait leur spécificité, c'est-à-dire cet équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cet équilibre entre des régimes qu'on a eu dans le passé, avec des pouvoirs présidentiels forts ou des régimes parlementaires forts. Je crois que nous avons réussi, avec ce régime, avec cette constitution, à un équilibre qui fonctionne plutôt bien. Mon analyse, c'est que les critiques qui jaillissent des uns et des autres, sincèrement ou pas, est plutôt le reflet d'un manque de courage pour assumer les erreurs, le manque de courage, les échecs des responsables politiques. C'est plus la pratique de ces institutions qui pourrait être regardée que leur construction elle-même. Alors bien évidemment, on s'aperçoit qu'il y a sûrement des choses à améliorer. Le fonctionnement du vote de la loi. Nous, parlementaires, on sait très bien qu'aujourd'hui, le processus qui conduit au vote de la loi n'est pas assez collaboratif avec les citoyens. On n'a pas suffisamment de moments où on se pose vraiment pour mesurer l'impact de la loi, ses conséquences. On ne prend pas suffisamment le temps d'évaluer les lois précédentes avant d'en refaire des nouvelles. On vote souvent des lois en fonction de l'actualité. Bref, on doit se réfléchir à la façon dont on vote la loi, par exemple, mais de remettre à plat ce qui est un régime qui, globalement, me semble-t-il, nous a permis de traverser des crises très fortes dans le passé, qui nous permet d'en traverser encore, serait une folie.
Un point par exemple, la question de la stabilité des régimes et des majorités. La capacité à la fois d'être efficace quand on souhaite, nous responsables politiques, mener des réformes et jalouser dans le monde. J'étais 3 semaines, je suis allé 3 semaines au mois de juin aux États-Unis. Je peux vous assurer que les responsables politiques, ils regardent de près ce qui se passe en France en fonction des institutions. Le Congrès américain est complètement bloqué. On est dans un régime présidentiel où finalement le pouvoir législatif appartient très fortement au Congrès, avec un président qui n'a quasiment pas de pouvoir pour faire évoluer la loi, et avec un Congrès qui aujourd'hui n'est incapable de sortir une véritable loi. Regardez ce qu'a fait Barack Obama pour essayer de faire voter sa fameuse réforme sur la santé. Donc notre régime est regardé comme un fonctionnement équilibré entre la représentativité des différentes idées et l'efficacité politique. Et donc moi je pense vraiment, et ensuite je vais laisser la parole, on pourra peut-être rebondir, que nous devons absolument garder ce régime, le faire évoluer, modification du fonctionnement de la loi, davantage de pouvoir au Parlement en réduisant le nombre de parlementaires, de sénateurs, de députés, renforcer le pouvoir des députés en matière de contrôle de l'action du gouvernement en passant un peu moins de temps à s'écharper pendant des heures à l'Assemblée pour une virgule sur des lois qui vont être revues 2 ou 3 ans après par une nouvelle majorité, mais plutôt faire ce rôle d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Alors nous, en global, si j'ai bien compris, petites évolutions et surtout pas d'adhésion au régime présidentiel, comme certains le veulent aujourd'hui, en disant qu'il faut tirer les leçons du quinquennat et aller jusque-là. On peut peut-être demander à quelqu'un, Dominique Schnapper, qui a surveillé et qui a été gardienne de la Constitution, en étant membre du Conseil constitutionnel, la praticienne qu'il a vue, il faut faire bouger ou pas bouger cette Constitution? Je crois que je vais parler directement dans le prolongement du premier orateur, parce qu'en France, quand on a un problème social, on vote une loi. Et quand on trouve que la politique marche mal, on a envie d'avoir une nouvelle constitution. C'est comme ça que nous sommes champions toute catégorie du nombre de constitutions. Or, je pense comme lui que il faut la faire évoluer plutôt que de la transformer. Je rappelle qu'il y a eu une révision constitutionnelle en 2008 qui était plutôt dans de bonnes directions, me semble-t-il, mais qui n'a pas eu beaucoup d'effet. Alors, cette constitution de la 5e, moi j'ai voté contre en 1962, ce qui doit paraître... J'ai voté contre parce que je la trouvais monarchique et pas républicaine. Bon. Et elle a quand même deux éléments fondamentaux, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel et le mode de scrutin. Alors, dans l'élection du président de la République au suffrage universel, ça a beaucoup d'inconvénients, mais les Français aiment ça. Et donc, on ne peut pas revenir sur cette dimension de la 5e République. Quant au mode de scrutin, il a pour effet pervers d'aboutir à une scène politique qui ne correspond pas au véritable débat. Autrement dit, le véritable débat aujourd'hui en France est entre les partis centraux et les extrémistes, à gauche et à droite. Et le mode de scrutin force le Parti socialiste à donner des gages à l'extrême gauche et force l'UMP à courir après le Front National. Et donc à faire des promesses qu'aucun des deux partis gouvernement ne tiennent pas ensuite, ce qui donne aux électeurs le sentiment qu'ils sont floués et qu'ils disent que c'est la même chose de voter à droite ou à gauche. Et donc ça me paraît être un des sujets sur lequel l'introduction d'une certaine dose de proportionnel, pas question de proportionnel intégrale, nous savons que c'est aussi un régime à sa façon détestable, bien que ce soit d'une autre façon, mais que l'introduction d'une dose proportionnelle, pourrait améliorer les choses. Mais il me semble qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on peut jouer sans faire une sixième république, qui est le recrutement de la classe politique. Nous avons une classe politique qui est recrutée dans un milieu beaucoup trop étroit, avec une professionnalisation excessive. Alors bien entendu, la classe politique n'a pas vocation à représenter la société. Il ne s'agit pas de faire une représentation miroir dans laquelle tous les groupes devraient être également représentés dans la vie politique. Reste que quand beaucoup de groupes sociaux se sentent exclus de la vie publique, dans la démocratie, ça a un coût et ça contribue
à la critique de la classe politique, dont ils ont le sentiment que ces gens qui ont fait toute leur carrière en commençant à l'UNEF dans les lycées pour ensuite faire une carrière politique. Pardon? Oui, dans les facs. Enfin, ils ont commencé en général au lycée dans les 2 dernières années. C'est vrai? On est d'accord. Il valait mieux commencer dans les lycées. Et donc il manque d'une certaine expérience, disons, de la vie économique. Et il me semble que le problème de recrutement de la classe politique, il ne serait pas résolu par une sixième république, est un véritable problème. Et qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle pour ouvrir le vivier dans lequel on recrute des hommes politiques. Et je fais allusion aussi au cumul des mandats. Bien. Alors, bon, je vais m'arrêter là parce que non, un dernier point. Il me semble que, en dehors de ces éléments que je vous ai donnés, il y en a un autre qui est évidemment lié au précédent. Je n'ai pas le temps de faire l'analyse complète, mais je mentionne simplement, qui est la nécessité d'un certain courage politique. Nous avons les meilleurs rapports sur la situation française. Si la France était gouvernée selon la qualité des rapports qui ont été faits sur sa situation, nous serions le mieux dirigés du monde, que ce soit selon le rapport de Michel Pébroux ou de celui de Louis Galland. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire pour améliorer le fonctionnement de la vie politique française. Ils sont tous liés à l'action de l'État, la réforme fiscale, la bureaucratisation excessive du marché du travail, le corporatisme de certains régimes spéciaux et pas que d'ailleurs, les secteurs protégés, des notaires ou taxistes là, tout le monde le sait. Moyennant quoi, puisqu'on sait les grandes réformes qu'il faudrait faire, il faudrait sans doute du courage politique pour les entreprendre, et ça c'est pas non plus une sixième république qui pourrait donner du courage aux hommes politiques et aux Français le sens que peut-être leur intérêt immédiat et premier n'est pas le tout de l'intérêt général. Merci. Juste un petit mot, Dominique. En étant au Conseil constitutionnel, vous qui avez voté contre cette constitution, vous avez changé d'avis, vous êtes dit finalement elle n'est pas si mal que ça. C'était compliqué d'avoir voté contre et d'être en quelque sorte sa gardienne de ces principes. Non, la démocratie, c'est le respect des institutions démocratiques. À partir du moment où la Constitution avait été votée par 80% du peuple français, je n'avais aucun problème moral ou politique de la faire respecter, puisque j'ai le respect des institutions démocratiques, faute de quoi on n'est pas démocrate. Alors, Julien Drey, qui s'est senti un peu visé par l'attaque, il faut changer ou pas changer sur le principe? C'est utile ou pas utile, ou c'est un faux débat? Alors attendez, on va ici dans une salle, moi j'ai un petit souvenir. Dans une salle à côté, j'étais presque jeune député, on était 3, et Philippe Seguin, Pierre Mazeaud et moi. Philippe Seguin était président de l'Assemblée nationale, Pierre Mazeaud était président de la commission des lois, et moi j'étais l'opposition de gauche, parce qu'à l'époque on avait été réduit à portion congrue, et donc j'étais le représentant de l'opposition à l'époque. Puis on discutait un peu de la situation, c'était en 1994, et de cette question, de la Constitution, des institutions, etc., bâton rompu. Et Pierre Mazeaud, pour moi était une grande figure, a été un peu mon professeur ici, dans le fonctionnement des institutions, dans la compréhension d'un certain nombre de choses, nous racontait comment ils avaient écrit la Constitution de 58. Et il nous racontait, parce qu'il était, avec Michel Debré, c'était le tuteur de Jean-Louis Debré pour préparer sa thèse de droit, et qu'il avait été amené comme ça dans le giron du général et de Michel Debré. Et il y avait un débat qui était... Alors il nous racontait ça, je m'excuse de peut-être prendre un petit peu de temps, de vous raconter ça, c'est important, il pourra vous le raconter d'ailleurs, je pense qu'il est en train de préparer ses mémoires. Il nous disait on avait un problème, parce que si on restait à l'élection du président de la République dans la formule traditionnelle, c'est-à-dire par les assemblées, il y avait une personnalité qui était sûre de gagner. C'était certain que c'était elle qui allait gagner. Vu la constitution des assemblées, c'était Pinet. Et donc on a dit au général, il y a un problème, vous comprenez, c'est que si on continue dans la Constitution à garder l'élection du président de la République avec la même logique, vous allez perdre en général. Parce qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui commençaient. Donc il fallait trouver un système. Et à ce moment-là, Michel Debré a dit, on fait l'élection du président de la République au suffrage universel. Et le président de Gaulle, à l'époque, dit, bon, ce truc-là c'est pas mal, oui c'est vrai, mais quand même c'est un peu dangereux. Hein. Bon, on va le faire, mais après moi, il faudra le supprimer, hein, parce que c'est très dangereux.
Et puis je vous ai raconté une autre anecdote, c'était avec un autre président de la République. On était en fin de mandat là, on était en fin 94, on passait un peu le témoin, et je lui dis, président, moi il y a plein de choses avec lesquelles on pourrait discuter, mais il y a un truc quand même qui me gêne, c'est que vous avez été celui qui a écrit le coup d'État permanent, et vous n'avez rien changé aux institutions de la Ve République. Et je me souviens que vous aviez dit que les institutions étaient mauvaises avant moi, et qu'elles seraient mauvaises après moi. C'est pas sympa pour nous laisser ça comme ça. Il m'a dit oui, oui, comprenez, mais le coup d'État permanent, il m'a fait toute une théorie comme quoi le coup d'État permanent, c'était simplement la dénonciation du général. C'était pas. Bon, j'avais pas tout compris dans la lecture du coup d'État permanent, semble-t-il. En tous les cas, ce que j'ai fait remarquer, ça l'a un peu agacé. Et puis on est passé à autre chose. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que le débat, c'est pas un débat sur les institutions, etc. Il y a une première question. Est-ce que cette soi-disant élection du président de la République au suffrage universel, c'est une bonne chose pour la démocratie? Eh bien moi je réponds non. Voilà. Je réponds non, et brutalement. Et je pense que c'est ça qui pervertit tout. Toute la vie politique, tout son fonctionnement, tout le fonctionnement des institutions. Alors je sais que quand on dit ça, on est le dernier carteron, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que dans le pays, les choses ont beaucoup bougé sur cette question-là. Il y a 10-15 ans, quand on disait ça, on était traité comme un ringard. Aujourd'hui, cette question, elle commence à évoquer beaucoup de choses pour un certain nombre de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que cette élection, elle est caricaturale dans sa forme, dans sa bipolarisation factice, dans le fait qu'à partir de là se construit une structure totalement pyramidale, puisque tout dépend de l'Élysée. Tout part de l'Élysée. Tout fonctionne par l'Élysée. Où est la vie démocratique? Où est le débat? Et nous avons inventé, on était tout à l'heure, ce matin, au Conseil national du Parti socialiste, je le rappelais, nous avons inventé, nous, en plus, les socialistes, avec Jacques Chirac, tous les deux, on s'y est mis, les pires des choses du point de vue des réformes des institutions. Nous avons inventé le quinquennat, parce que soi-disant c'était moderne, hein, et donc tout le monde était pour le quinquennat, il fallait faire bien, et puis nous avons ajouté à ça l'inversion du calendrier des élections. Ce qui fait que désormais, l'Assemblée nationale elle est élue derrière l'élection présidentielle, dans la foulée. On connaît le résultat. Bon, ça frotte un peu quand ça a failli arriver en 2007 avec Nicolas Sarkozy, quand il y a un ministre qui fait une petite faute comme Jean-Louis Borloo, mais grosso modo, le résultat de l'élection législative, il est impliqué, induit par l'élection du président de la République. Et à partir de là, les parlementaires qui sont élus dans la foulée de la présidentielle, ils savent, comme le dit souvent d'ailleurs l'Élysée, le président, bah, ils savent que c'est lui qui a le bouton. Donc on peut gueuler, tout ce que vous voulez, mais la marge de manœuvre, elle est limitée. Donc déjà, c'est l'inversion, et alors après, c'est le quinquennat. Le quinquennat qui a induit la folie, c'est-à-dire dans le rythme de l'action gouvernementale. Vous mettez le quinquennat, plus l'émergence des chaînes de télévision d'infos qui ont besoin sans arrêt de susciter du drame pour faire de l'audience, et vous arrivez à un truc où vous ne comprenez plus rien, voilà, et qui marche sur la tête. Voilà. Pourquoi je pense que ces questions-là, elles sont désormais posées. Déjà, il faut régler la question du quinquennat, je le dis honnêtement, et j'espère qu'en 2017, ça sera sur la table, parce que c'est la campagne électorale permanente. C'est la campagne électorale permanente qui commence dès que vous êtes élu. Puisque, regardez, on est à 2 ans, on est déjà, au fond, en campagne électorale présidentielle. Vous voyez la stabilité que ça induit, premier aspect des choses. Et je finis pour ne pas être trop long. 2 choses. Sur la question de la stabilité, parce que ça, c'est un truc qu'on nous rabâche depuis des années, la stabilité. Mais excusez-moi, ils sont instables, les Anglais? Ils sont instables, les Espagnols? Ils sont instables, les Allemands? Ils ont des régimes parlementaires? Ils sont instables, les Portugais? Parce que pour moi, une des meilleures constitutions, c'est la constitution portugaise, dans laquelle il y a un président, il est élu au suffrage universel, je le rappelle, mais il est le gardien des institutions, et il y a un parlement qui a le pouvoir, avec un premier ministre, etc. Tous ces pays-là ont des systèmes parlementaires. Ils ne sont pas instables. Il y a des mécanismes qui existent pour éviter ce qui a été l'instabilité de la 4ème République, encore c'est vite écrit, qui permettent, à travers les barres que vous mettez sur le fait que s'il y a une question de défiance, il faut qu'il y ait une majorité alternative. C'est ce qu'ont les Allemands, par exemple. Donc il ne peut pas y avoir ces votes croisés qui permettent que les extrêmes fassent tomber un gouvernement, ce qui était le cas de la 4ème République. Voilà. Ça, c'est une question qu'il faut poser aussi. Comment se fait-il que la France est le seul pays à l'échelle de l'Europe qui est ce système institutionnel bizarre? Et ça conduit à quoi? Ça conduit au fait qu'on passe notre temps à réformer la Constitution. Parce que ce système n'est pas stable. Parce que ce système est instable. La première fois que j'ai été, et je finirai là-dessus, la première fois que j'ai été parlementaire et qu'on est parti à Versailles changer la Constitution,
À l'époque, tous les parlementaires se dépêchaient, vous savez, de faire quoi? De prendre les cartes postales, parce qu'il y avait le cachet, etc. Il y avait un pins qu'on nous avait fabriqué, et les vieux parlementaires nous disaient, tu sais, tu ne vas pas revenir souvent ici, hein, donc profites-en, donc fais le plein. On a passé notre temps, après, à y retourner à Versailles, changer la Constitution, au point qu'à la fin, les cartes postales, les pins n'avaient plus aucun intérêt. Donc, je crois que c'est une question importante. Pourquoi? Parce que la démocratie a besoin de vivre. Et pour vivre, elle a besoin du débat, elle a besoin de la confrontation des idées. Et que dans le monde moderne, il faut d'abord susciter l'adhésion des peuples et des populations. Et qu'il n'y a pas de décision qui peuvent se prendre s'il n'y a pas une bonne adhésion des populations. Et la vie parlementaire, elle permet cela avec toutes les stabilités que vous voulez. Et je finis sur le mode de scrutin. C'est pas la Constitution, le mode de scrutin, en France. Il n'est pas dans la Constitution, c'est pour ça qu'il évolue. Bon, donc on peut discuter du mode de scrutin, je suis d'accord, et je dirais par provocation que moi, vous savez, des gens expérimentés de la vie civile qui devenaient des responsables politiques, je peux vous dire, j'en ai vu un certain nombre qui étaient soi-disant très brillants. Le résultat de la politique, ce n'est pas brillant. Je ne vois pas à qui pourrait te faire allusion. Alain Gérard Cinéma, on change tout, comme le dit Julien Drey, ou pas? Il faut la garder, on la change. Après, on peut discuter des changements, on discutera des changements. Je suis très frappé. L'argument de Julien Drey est très impressionnant, à ce détail près qu'il bénéficie assez peu de la confirmation d'expérience. Autrement dit, son expérience est celle d'une 5e République qui sera instable. J'ai plutôt l'impression du contraire. Il est vrai que les ministères bougent, mais pas les premiers ministres. Les présidents de la République sont si fortement installés que le 11 janvier, on a observé un phénomène dont la seule leçon assurée qu'on puisse retirer, c'est que les Français, qui ont manifesté en grande masse, pour les raisons les plus diverses, je suis évidemment conscient, et les sondages l'ont confirmé, ont tourné leur regard vers un pouvoir incarné dans la personne d'un président de la République, et qui, à la stupeur générale d'ailleurs, s'est montré à la hauteur. Pas général. Et non mais, c'est la vérité. Je traduis à la vérité, c'est la vérité. Les Français ont été très agréablement surpris par un président de la République qui, au fond, avait saisi les rênes avec une certaine maestria. Est-ce que cette maestria tenait à sa personne? Je me garderai d'en juger. Elle tenait beaucoup à la fonction. Et j'ajoute aussi que non seulement le président de la République a gagné des points, mais le Premier ministre aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux môles très forts de nos institutions, article 5 et article 20, qui se sont en quelque sorte trouvés réinstallés dans la légitimité de leur différenciation. Combien de fois a-t-on dit que, effectivement, ce duopole entre un président de la République et un Premier ministre, mieux vaudrait, d'ailleurs Lionel Jospin a écrit un livre qui allait dans ce sens, mieux vaudrait installer un régime présidentiel à l'américaine. Notre système est hybride. Quand Julien Drey dit que ce système s'est installé en effet, moyennant un peu de bricolage, je reprends l'expression à Lévi-Strauss, c'est pas indigne le bricolage, quand il s'agit de construire des institutions. Effectivement, c'est vrai, De Gaulle pensait-il qu'il aurait un tel raz-de-marée en 1962, quand, dans des conditions discutables, il a fait décider par référendum l'élection du président de la République au suffrage universel. Ah non, ben, il n'était pas Dieu le Père, hein, il s'y attendait pas tellement, il a été très... Il a théorisé ça au discours de Bayeux. Mais entre théoriser, c'est le reproche que j'adresse très modestement à Julien Drey, entre théoriser une constitution idéale et l'avoir vérifiée dans les faits, il y a toujours un chemin qui a été franchi et qui a fait que ces institutions, après tout, ont remarquablement fonctionné. Bien sûr, vous me dites, elles font l'objet d'amendements nombreux. Je pourrais aussi bien proposer tout à l'heure, je ne vais pas abuser de mon temps de parole, mais ces amendements prouvent qu'elles sont adaptables. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on salue dans la Constitution américaine, si ce n'est le fait qu'elle est adaptable? Nous savons qu'un de nos péchés majeurs a toujours été, chaque fois qu'il y avait une crise, et la crise actuelle, il ne faut pas la sous-estimer, je ne la sous-estime pas, à dire, et Dominique Scherper d'ailleurs l'a indiqué tout à l'heure, on va changer de système, on va changer les institutions. Si pour une fois, sur ce point au moins, sans être obligé pour autant de copier les institutions des voisins, nous nous alignons sur la psychologie commune
des peuples voisins, c'est-à-dire nous dire, nous avons des institutions qui fonctionnent, ne faisons pas porter aux institutions des responsabilités qui incombent souvent aux hommes. Il y avait une phrase, je me rappelle, de Brunswick, Léon Brunswick, qui fut le président, je crois, du jury de doctorat de Raymond Aron, et qui disait « Le monde aurait été depuis longtemps sauvé si la qualité des hommes pouvait dispenser de la qualité des idées. » Eh bien, j'ai envie de renverser la proposition et de dire que notre pays serait en bien meilleur état si la qualité des idées pouvait dispenser de la qualité des hommes. On conclura cette première partie avec Stéphane Rosès qui a tellement observé l'opinion des Français, qui nous dira comment les Français regardent effectivement cette constitution. Gilles Finkelstein, on change tout? On ne change pas? On change un peu? Bonjour. C'est un faux débat. Alors, mon intervention va être, et je m'en excuse par avance, à la fois lapidaire et décevante. Merci Gilles. Ce qui n'est pas le teasing le plus sexy. Si, au contraire. Alors, lapidaire, pour essayer de respecter un temps concis qui permettra le débat, et décevante parce que, après 20 ans, plus de 20 ans de réflexion sur ces sujets, je suis arrivé à la conclusion suivante. 1. La Ve République et demie, qui est notre régime, est un problème. Et 2. La Sixième République ne peut être une solution. Je reste sur le problème, puisqu'on viendra après peut-être sur les solutions. Je suis, peut-être à la différence de Julien, en tout cas sur le point de départ, un oiseau rare à gauche, en ce sens que j'ai toujours défendu les institutions de la Ve République, qui avaient et qui gardent pour qualité notamment la stabilité, ça a été rappelé par Alain Gérard Slama, la simplicité, c'est-à-dire que les électeurs votent pour élire leur président de la République et ils attribuent le pouvoir, et une certaine forme de souplesse. Mais, au point où nous en sommes, je crois qu'aujourd'hui, ces institutions fonctionnent mal et qu'il y a un problème. Où se situe le problème? Non pas dans ce qu'a évoqué, ou non plus dans ce qu'a évoqué Franck Riester au début, c'est-à-dire dans les relations entre l'exécutif et le législatif. Ça a été le point sur lequel la gauche a raison, s'est focalisée pendant de nombreuses années, parce qu'il y avait un déséquilibre très important. Plus important encore que ce que l'on constate dans les autres démocraties parlementaires. Mais avec à la fois la révision constitutionnelle de 2008 qui a été évoquée, avec le mandat unique qui va rentrer en vigueur en 2017, nous avons maintenant la capacité d'avoir un Parlement qui a des pouvoirs et des parlementaires pour les exercer. Et donc à charge pour eux de s'en saisir. Donc où se situe le problème? Je crois qu'il ne se situe plus prioritairement aujourd'hui dans les relations entre l'exécutif et le législatif. Le problème se situe aujourd'hui prioritairement au sein même de l'exécutif, dans ce qui fait la vraie spécificité de nos institutions, c'est-à-dire la hiérarchie, l'existence d'un président de la République et d'un Premier ministre qui ont chacun un pouvoir important. Quel est ce problème? Il y a d'abord un problème de lisibilité, c'est que nul ne sait aujourd'hui où se situe précisément le pouvoir. Et par l'existence de ces deux pôles, il y a un problème à la fois de rapidité et de clarté de la prise de décision. Et donc, on est face à des institutions qui fonctionnent beaucoup moins bien, et c'est un phénomène qui est récent. Là, je rejoins ce que disait Julien Drey tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais d'une Ve République et demie depuis le début des années 2000, avec à la fois l'instauration du quinquennat et l'élection du président et l'inversion du calendrier, avec d'autre part l'avènement des réseaux sociaux et des chaînes d'information continue qui ont modifié le rythme de la vie publique, avec enfin des campagnes électorales, des campagnes présidentielles qui ont beaucoup changé et dans lesquelles, à la fois par leur durée et par leur modalité,
les candidats doivent s'engager de manière précise sur un nombre de sujets de plus en plus importants, on aboutit à une situation qui n'est pas satisfaisante, où le président de la République, quel qu'il soit, qui a été élu, n'a le choix qu'entre deux branches d'une alternative dont aucune n'est satisfaisante, soit il essaye d'appliquer lui-même les engagements qu'il a pris et il n'a pas derrière l'outillage politique et administratif pour le faire, parce que ça se situe à Matignon, soit il est sur ce que sont la réalité des pouvoirs du président de la République, c'est-à-dire sur les questions internationales, les questions européennes, sur le sens, et il s'éloigne des orientations qu'il a données. Donc, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que ça ne fonctionne plus bien, et qu'en même temps, aucune des orientations un peu radicales, puisqu'il y a une ambiguïté, il faut sortir de l'ambiguïté. Je ne crois, on pourra y revenir après, je ne vais pas être trop long en lettres, je ne crois ni à la clarification parlementaire, ni à la clarification présidentielle, mais on pourra y revenir. Donc ça veut dire pas de régime présidentiel non plus. Supprimons le Premier ministre. Je dis juste un mot sur chacun. Sur la clarification parlementaire qu'évoquait Julien Drey. Intellectuellement, j'aime le régime parlementaire, c'est le meilleur régime institutionnel. Et ça fonctionne extrêmement bien chez tous nos voisins européens. Je n'y crois pas pour la raison suivante, très simple, c'est que je ne vois pas un candidat à l'élection présidentielle porter la suppression de l'élection du président au suffrage universel direct. Et je ne vois pas les Français pour lesquels, dans la crise de la démocratie que nous connaissons, pour lequel c'est le seul lien, en tout cas peut-être le dernier lien qui est relié à la politique, je ne vois pas la voie d'aboutissement de cette réforme-là. J'ajoute, pour finir sur ce sujet, que ça ne résoudrait en rien ce qui caractérise toutes les démocraties parlementaires, y compris, c'est-à-dire la personnalisation du débat public. Donc, je ne crois pas à la clarification parlementaire, je ne crois pas non plus à la clarification présidentielle. On dit, puisqu'il y a une ambiguïté, sortons-en, supprimons le poste, la fonction de Premier ministre, mais il faut aller jusqu'au bout de cette idée-là. Si on supprime la fonction de Premier ministre, ça veut dire que l'on supprime la responsabilité de l'exécutif devant le législatif, puisque le président étant élu au suffrage universel direct, il ne va pas être responsable devant le Parlement. Et donc, on supprime concomitamment le droit de dissolution. Ça s'appelle un régime présidentiel à l'américaine, et Franck a passé 3 semaines aux États-Unis cet été. Tous ceux qui regardent le système américain arrivent exactement à la même conclusion: ce système ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est qu'il est fait pour ne pas fonctionner. La philosophie politique, la philosophie libérale à la Montesquieu, c'est moins un système dans lequel on se charge d'organiser le pouvoir que de limiter le pouvoir. Dans un pays comme le nôtre, plus conflictuel, qui n'est pas un pays fédéral, je ne sais pas comment on sort de crise qui pourrait survenir. Et donc, je ne crois ni à la clarification parlementaire, ni à la clarification présidentielle. Tout cela peut aboutir à une conclusion un peu décevante. Je le disais, c'est la formule d'un diplomate britannique qui disait les choses vont déjà tellement mal, pourquoi voudriez-vous en plus les changer? Je crois qu'il y a des changements qui sont possibles, mais on y reviendra peut-être. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Je sentais bien qu'on tapait contre le mur. Stéphane Rosès, que disent les Français? Est-ce que c'est un débat qui les concerne, ou c'est un débat que les politiques ont entre eux? Est-ce qu'un changement éventuel d'institution peut ramener les Français vers la politique? Et d'une manière générale, ils sont contents du système ou pas? Alors, le paradoxe apparent, c'est qu'effectivement, à la fois les Français, on le sait, on va voir si l'esprit du Montchambier a changé ça, mais sont quand même toujours globalement mécontents de la façon dont fonctionne la politique, et en même temps, pour ce qui concerne la clé de voûte des institutions de la Ve République, c'est-à-dire effectivement l'élection du président au suffrage universel direct, ils ne sont pas prêts à y renoncer. Sans doute parce qu'une constitution ne vise pas seulement à fixer des règles démocratiques, et là on peut entendre les critiques de Julien Drey, mais parce que, me semble-t-il, beaucoup plus fondamentalement, une constitution vise à instituer des règles qui soient le mieux adaptées à la façon dont
un pays s'assemble politiquement. Et l'exemple de Wittgenstein est tout à fait intéressant sur la différence entre les États-Unis et la France. Quel est le sujet de la France? On le sait, la France est le pays politique par excellence. Pourquoi? Parce que depuis des siècles, il doit résoudre le même problème, c'est-à-dire trouver des formes politiques et institutionnelles ensuite, qui non pas règlent les questions d'un point de vue démocratique, mais permettent d'organiser une dispute commune. Or, l'élection du président au suffrage universel n'a pas vocation essentiellement à élire un président. Elle a vocation, au travers d'un rite laïque, d'organiser en 2 tours la conflictualité qui préside au premier tour et un encastrement commun qui préside au 2e tour. Donc, ce qui explique le paradoxe apparent entre le fait que les Français tiennent à ce rite après tant d'années, surtout effectivement à un moment où il y a une interrogation existentielle du pays sur qu'est-ce qu'il est son destin, fait que les Français ne sont certainement pas prêts à renoncer à ce rite laïque qui pas seulement institue un lien entre la représentation politique symbolique centrale qu'est le président de la République entre eux et ce président, mais surtout qui assemble les Français entre eux. Alors néanmoins, il y a crise. Mais il y a crise justement parce qu'il y a une contradiction entre l'esprit français qui explique la pérennité de ces institutions et dans la toute dernière période, ce que font les présidents de la République, quels qu'ils soient, une fois élus. Si depuis tant de temps, nous ne sommes pas seulement une démocratie, mais une forme très particulière qui s'appelle la République, c'est que nous avons toujours besoin, dans nos façons de penser, de travailler, d'être, de formes de projection. Or, pourquoi sommes-nous le pays le plus dépressif au monde jusque peut-être le 11 janvier? C'est justement parce qu'une fois à l'Élysée, nos gouvernants, qui s'appellent Nicolas Sarkozy ou François Hollande, avec des psychologies aux antipodes et des politiques un peu différentes, ont un point en commun. C'est qu'alors que les Français, au travers d'une présidentielle, se projettent dans une incarnation politique, eh bien, une fois à l'Élysée, tout dans leur comportement semble dire que c'est non pas la nation française qui se met en mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, mais au contraire que ce serait l'extérieur qui pèse sur nous. Alors François Hollande vient de dire, et je termine, qu'il avait été changé par l'esprit du 11 janvier. Oui, parce qu'il a un problème cognitif, le président actuel et le prédécesseur. C'est que comme la plupart des élites, ils pensent que c'est l'extérieur qui fait la société. Ils pensent que c'est l'économie qui fait la société, ils pensent que c'est le droit qui fait la société, ils pensent comme Descartes que c'est l'esprit qui fait le corps, alors que le réel, c'est exactement le contraire, selon moi, d'expérience. C'est le pays qui fait la présidentielle. C'est le pays qui va sélectionner à un moment tel ou tel. Et une fois qu'ils arrivent à l'Élysée, ils butent et il semble dire au pays qu'il doit choisir entre survivre et son identité. Et ça fait la dépression française. Donc, je terminerai en disant, bien sûr, les Français souhaitent des améliorations à l'intérieur, je dirais, des institutions de la Ve République, mais me semble-t-il, fondamentalement, pour reprendre le propos de Slama, le sujet, c'est pas tant des institutions que la capacité des hommes qui l'habitent à avoir une attitude, une posture et une vision qui correspond à ce qu'est fondamentalement le pays. En un mot, si les Français sont à ce point critiques à l'égard du mode de fonctionnement de la politique, c'est pas la politique qui demeure centrale, mais c'est par la difficulté de nos gouvernants à dire en quoi le destin du pays se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, évidemment, la crise française est étroitement imbriquée avec la crise européenne et notre environnement européen. Franck Liester, c'est en gros là. On peut les applaudir, ça leur fait plaisir. C'est aussi la capacité, parce que ce que dit Alain Gérard, que vous devinez, reprise par
Stéphane. Ce que j'ai dit en introduction. Et ce que vous avez dit en introduction, c'est qu'au fond, ce sont les hommes. Voilà, donc ce sont les hommes qui créent, qui soulèvent aussi les questions, la pratique à tous les niveaux, à commencer par le président de la République. En quoi les institutions nous empêchent-elles de mener des politiques efficaces? Est-ce que l'échec patent depuis plusieurs années des politiques économiques et sociales, gauche-droite confondues, qui nous amènent à un chômage plus haut que la plupart des pays occidentaux, à un sentiment, un pessimisme français largement au-dessus d'un grand nombre de pays occidentaux, voire même de pays qui sont dans des situations économiques sociales bien pires que le nôtre. En quoi les institutions ont entraîné cette situation-là? En rien. C'est la pratique de ces institutions qui n'a pas permis de régler un certain nombre de problèmes. Est-ce que demain, Julien, en modifiant les institutions, on aura plus de facilité à réformer le pays? Je ne pense pas. Est-ce qu'on pourra prendre des mesures qui permettront, ça c'est ma vision peut-être de droite, du marché du travail, de libéraliser davantage le marché du travail? Je ne pense absolument pas. Je crois vraiment qu'on a là, avec des institutions héritées de notre histoire, un équilibre entre régime et un équilibre entre pouvoir qui nous permet, grâce à sa stabilité, grâce à sa capacité à créer des majorités, de mener justement des politiques qui me semblent efficaces, en tout cas de mener des politiques. Voilà. Et donc, le débat sur ces institutions est une sorte de bouc émissaire de notre manque de courage ou de notre inefficacité, notre incapacité à avoir des résultats. Donc je pense que d'abord, il faut que nous nous regardions nous-mêmes, nous responsables politiques, et que nous ayons courage de mener des politiques à la hauteur des enjeux, comme un grand nombre de démocraties, dans des régimes présidentiels ou dans des régimes parlementaristes, ont su mener. Et quelques remarques. Le scrutin majoritaire, je pense que c'est un très bon scrutin. D'abord parce qu'il permet de créer des majorités qui permettent justement de mener et conduire des réformes, et d'autre part, que ce soit au niveau du scrutin présidentiel comme du scrutin législatif, permet de rassembler une majorité de Français ou d'électeurs autour d'un candidat. C'est très difficile de rassembler plus de 50% de son corps électoral. Le danger de la proportionnelle, c'est de laisser les politiques dans des postures, dans des caricatures. On renforce à coups de stabilo, bosse des différences entre nous, au lieu de rassembler. La politique, c'est certes du débat, mais c'est ensuite rassembler les Français autour des idées fortes qui permettent de recueillir une majorité autour de ces idées. Et donc je pense vraiment que ce scrutin est un bon scrutin. Je rajoute aussi un point, et là je suis totalement en accord avec Gilles. Il faut quand même aller un peu plus loin pour donner davantage de pouvoir aux députés, aux parlementaires, des pouvoirs en termes d'équipe pour travailler avec eux, d'équipe pour mieux contrôler l'action, pour évaluer les politiques publiques et notamment le travail du gouvernement. Mais le vrai problème, c'est le fonctionnement aujourd'hui de la machine gouvernementale. On a un dysfonctionnement majeur de la machine gouvernementale, qu'il y a deux éléments, à mon avis, principaux. D'abord, cette incapacité que nous avons à avoir une stabilité ministérielle. CF, le débat hallucinant qu'on a eu au moment de Valls 1, pour savoir si le commerce extérieur allait être rattaché à Bercy ou rattaché aux affaires étrangères. On doit définir collectivement la bonne architecture ministérielle et ensuite nommer les ministres. Ce n'est pas le pouvoir politique de tel ou tel ministre qui doit entraîner le découpage ministériel. Et puis, c'est le rôle entre la répartition des pouvoirs entre le président et le Premier ministre. Ma conviction, c'est qu'il faut assumer véritablement que le Premier ministre est celui au service du président de la République, doit être l'architecte, le chef d'orchestre gouvernemental, en charge notamment de tout ce qui est transversal, en rattachant par exemple tout le back-office, tout ce qui est fonctionnel à Matignon. Par exemple, la fonction publique, par exemple, tout ce qui est informatique, par exemple, tout ce qui est Internet. Bref, faire en sorte que le Premier ministre est celui qui met en œuvre le projet porté devant les Français par le président de la République. Alors, il va être content, le Premier ministre, d'être le chef d'Internet. Non, pas chef d'Internet, chef d'orchestre. Vous savez, Internet est aujourd'hui un outil au service de la politique et notamment de sa mise en œuvre essentielle. Pardon, Franck, j'essaie de faire un petit mot d'Alain Gérard avant de redemander à Julien qui remet. Très brièvement, comme je suis horriblement d'accord avec vous, vous savez, deux intellectuels d'accord, c'est comme deux femmes du monde qui découvrent un soir qu'elles portent la même robe.
C'est horrible. Attention. Mais je voudrais relancer le débat en faisant une observation a fortiori. Le système majoritaire, c'est ce qui a depuis 1962 admirablement fonctionné, et Giscard en avait tout à fait tiré la leçon. Ça oblige le prince élu à gouverner au centre. C'est pas le gouvernement du centre, mais il est obligé, le système majoritaire, une fois aux affaires, s'il veut conserver une majorité, de préférence asseoir sa politique sur une majorité, il est obligé de gouverner en grignotant des voix du camp opposé. S'il veut pouvoir, bon. Or, là, depuis le quinquennat précédent, nous sommes dans un cas de figure différent et qui pose problème, effectivement, qui peut-être oblige à introduire cette petite proportion de proportionnel. C'est-à-dire un prince élu sur un discours suffisamment ambigu pour faire disparaître l'extrême droite du paysage, et qui ensuite, au lieu de gouverner au centre, gouverne en s'appuyant en partie sur sa droite, et de plus en plus, il évolue de plus en plus vers sa droite. Je crois que ça a causé de gros dégâts. Et en même temps, c'est un vrai problème auquel tout pouvoir aujourd'hui va être confronté, singulièrement s'il devait y avoir, au reste aux références en ce lieu, bien sûr, et en ce moment, une alternance. Alors, c'est un problème d'homme, Julien Drey? Non, mais je vais... Les pratiques? Oui, enfin, c'est toujours la facilité, c'est un problème d'homme. Si vous en avez des meilleurs, prenez. Certainement. Mais c'est pas la question. Je vais partir de ce que dit Stéphane. Et de ce que vous dites les uns les autres. Dites, le président de la République, dès qu'il est élu, il s'éloigne de la majorité qu'il a portée. Les sondages, l'ambiance, tout ce que vous voulez, etc. Mais surtout parce qu'il n'a à rendre compte à personne. Parce que pendant 5 ans, il rend compte à personne de ce qu'il fait. Jusqu'à la prochaine élection présidentielle. En général, d'ailleurs, il y a une inflexion à mi-mandat pour commencer à préparer la nouvelle élection présidentielle. Moi, j'ai vécu, parce que vous dites l'expérience, excusez-moi, peut-être que je ne suis pas un intellectuel, c'est vrai, mais j'ai vécu l'expérience de parlementaire. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez combien on bouge, nous, les parlementaires, le budget? De combien on bouge, à peu près, dans une discussion? Petite. Donc, on a réussi à faire bouger, grosso modo, 800 millions d'euros. Micro. Hein? On se dit, c'est formidable, c'est un exploit. Quand on se dit qu'on a... Il faut s'approcher. Attends. Il faut s'approcher. On entend? Fais un test. Alors, voilà. Super, merci. Quand on a, je dirais, réussi à faire bouger, allez, 800 millions d'euros, c'est des bonnes années, hein, dans la discussion budgétaire, c'est un exploit. Tant mieux. Mais à qui on rend compte? À rien. Alors moi j'ai vécu, justement l'expérience, j'ai vécu un moment où justement les institutions elles avaient bougé, elles avaient été parlementarisées. Et c'était un bon moment. Elles ont été parlementarisées dans la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Pourquoi? Parce que Jacques Chirac était un président de droite, donc il était obligé de se replier sur les grandes fonctions régaliennes. Et parce que j'avais un Premier ministre qui effectivement dépendait plus de Jacques Chirac, mais dépendait de sa majorité parlementaire. Et nous avons eu à ce moment-là, d'ailleurs on a eu la réflexion à l'intérieur des partis socialistes, et l'expression, c'était d'ailleurs toute l'ambiguïté du tournant qu'a fait Lionel Jospin à la fin, parce qu'il avait parlementarisé les institutions de la Ve République, et ça fonctionnait plutôt bien à ce moment-là, et au dernier moment, il nous fait un coup de virage, et il nous représidentialise les institutions en faisant l'inversion du calendrier. Mais moi, je pense que le Premier ministre, quand il rend compte à sa majorité, quand il est obligé chaque semaine d'être responsable devant sa majorité, alors là, il est obligé de tenir les exigences de sa campagne électorale. Mais quand il ne rend pas compte, parce qu'il ne dépend pas de sa majorité électorale, et tu le sais bien Stéphane, parce que tous les députés, même quand ils sont frondeurs, à un moment donné la question elle est simple, tu vas jusqu'au bout, tu votes la chute du gouvernement, donc tu votes ta propre chute. Donc tu ne votes pas contre le gouvernement, tu as une marge de manœuvre très étroite. Et c'est comme ça que ça se passe. Et je peux te raconter, et on ne doit pas me décrier là-dessus, qu'est-ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée quand c'est tendu sur un texte. Et comment les membres de cabinet ministériel se chopent les parlementaires les uns à la suite des autres et leur disent on ne va pas t'oublier, attention, on va peut-être dissoudre, etc. J'invente rien quand même, non? Bon, donc c'est bien qu'il y a un problème. Et le problème que tu évoques, il est là, Stéphane. Si un gouvernement ne rend pas compte de manière régulière, n'est pas sous la pression, et je dis bien sous la pression, de ceux qui ont l'expérience
De ceux qui sont confrontés à la réalité, bien évidemment, ils s'éloignent. Et après tu dis, ah oui, mais ils ne respectent pas leur programme. Mais pourquoi ils ne le respectent pas? Parce que c'est la nature des hommes. Stéphane. L'exemple que tu mobilises, Julien, est celui d'une cohabitation très particulière, tu en es d'accord, mais il se trouve que Lionel Jospin n'était pas le président de la République. Toute mon argumentation tient sur ce que selon moi, est la cohérence quand des institutions dures comme celle de la Ve République, entre la façon dont un peuple s'assemble politiquement, les règles institutionnelles qui se donnent, et troisième temps, qu'en fait le président. Ce sont des affaires, je travaillais pour 4 présidentielles pour 16 candidats différents, c'est une affaire assez mystérieuse que qu'est-ce qu'une présidentielle, et ensuite qu'est-ce qu'en fait le président lorsque l'un, le soir même, va au Fouquet's, et l'autre pense qu'il peut arriver justement, dans ton sens, à une présidence normale. Qui est à même de dire qu'est-ce qui a fait l'élection d'un président de la République? Je suis tout à fait d'accord avec Yasmina Reza, qui, dans son très beau livre sur la campagne de Sarkozy de 2007, montre bien que c'est le pays qui a fait la campagne de Nicolas Sarkozy, en ce que l'acteur politique, une fois qu'il arrive à l'Élysée, oublie l'histoire dont il a été l'acteur, pas l'auteur. Donc ensuite, les socialistes peuvent raconter ce qu'ils veulent sur pourquoi François Hollande a été élu. La plupart du temps, moi qui ai travaillé pour François Hollande professionnellement durant la campagne, je suis dans les comptes de campagne, pour moi ça n'a rien à voir entre ce que racontent les députés socialistes sur pourquoi Hollande a été élu et ce qui se passe réellement. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun peut se raconter ensuite son histoire, la finance et tout. Si ça a été dit à la table ronde précédente avec Courtois et Tintourier, et je crois que ça a été dit, si les Français estiment que les débats au sein du personnel politique n'est pas lié aux enjeux qu'ils ressentent eux profondément, sinon on n'explique pas pourquoi les Français aiment Macron, par exemple, quand on est socialiste, c'est que le sujet, c'est pas du tout ce qu'en disent les débats internes au PS ou les débats entre la droite et la gauche. Depuis maintenant un certain nombre d'années, les Français se demandent est-ce qu'on va crever? Est-ce que notre modèle va tenir? Et est-ce que pour le faire tenir, est-ce qu'on a à choisir entre survivre et renoncer à ce que l'on est? La seule façon de le démontrer, c'est pas de penser qu'on va réformer le pays sous contrainte extérieure, parce que ça c'est le modèle européen, et ça fait la montée des populismes, du nationalisme, de l'identitarisme, c'est la capacité effectivement des présidents à donner une vision, de dire voilà où je conduis le pays, sur le souhaitable, pas sur le possible. Et le point en commun, jusqu'à maintenant, le président a dit qu'il avait été changé par le 11 janvier, donc comme je suis un garçon, je dirais, d'abord qui croit beaucoup à la grande intelligence de François Hollande, mais c'est des questions de tempérament, c'est des questions de compréhension intime, émotionnelle de ce qui fait le pays, de ce qui fait son génie. Donc notre désaccord, Julien, porte sur la question de la singularité d'abord du pays, des institutions et ensuite de la capacité du président de la République à tenir ensemble la dispute sociale, idéologique qui nous tient ensemble dans l'idée de voilà où j'amène le pays. C'est ça qui fait la dépression française et les réponses, bien sûr, on peut améliorer des éléments des institutions, mais les Français ne veulent pas renoncer à la seule chose qui les lie ensemble, beaucoup plus qui les lie aux politiques, qui est le fait qu'ils vont en procession à la messe 2 dimanches de suite, parce que comme le 11 janvier, le sujet d'aller voter 2 dimanches de suite, ce n'est pas pour qui on vote, c'est on est content d'être ensemble et de faire société. C'était ça le sujet du 11 janvier, c'est que tout d'un coup un pays déprimé avec le succès du bouquin de Zemmour sur le suicide français réalise que non, en fait, il n'est pas du tout suicidé, il est en mouvement et que c'est lui qui fait l'histoire et c'est pas les hommes politiques, quels qu'ils soient, les hommes politiques
Dominique Schnapper. Tu me permets 2 secondes, parce que ça me permet. Je connais. Qui s'exprimer. 2 secondes. Moi, tout ce que tu dis, c'est très bien, mais tu réponds pas à une seule question. Tu as fait une démonstration très brillante, on se connaît depuis longtemps, ça je sais que tu es capable de le faire, mais tu réponds pas à une seule question. Pourquoi les présidents de la République s'émancipent de leur programme? Si Stéphane va réfléchir et Dominique Schnapper intervient. Je vais parler plus modestement que mon voisin pour dire que moi j'étais très sensible à l'analyse critique et brillante qu'a fait Julien Drey contre la présidentialisation. Comme je l'ai dit en 1962, sans en voir toutes les dimensions, c'était précisément la raison pour laquelle j'avais voté non, puisque je trouvais que c'était républicain. Oui, je sais, vous êtes plus jeune, c'est bon. Je suis très sensible à ça, mais je me sens plutôt dans le prolongement de ce qu'a dit Gilles Finkelstein, c'est-à-dire qu'il y a un problème, mais on ne doit pas trouver la solution par l'intermédiaire de la 6e République. Parce qu'enfin, après 62, nous sommes un certain nombre d'années après, l'élection au suffrage universel du président de la République a pris la légitimité du temps. Et les Français aiment ça. Alors je le dis de façon plus plate que mon voisin, mais les Français aiment ça. Alors si on revient sur tout ce moment par lequel la nation française prend une certaine conscience de son existence politique, j'ai peur qu'au nom de cette bonne critique, nous arrivions à plutôt accroître le mal que nous dénonçons. Et donc, il me semble qu'il faut, si je puis dire, faire avec cette légitimité acquise par l'élection au suffrage universel et apporter dans les pratiques et dans un certain nombre de dispositions des améliorations au fonctionnement lui-même. Alors, je ne dirais pas que tout est une question d'hommes, parce que bien entendu, les institutions créent la manière dont les hommes se conduisent, et qu'il ne faut pas oublier que ce sont des hommes et des femmes qui agissent, mais les institutions les conduisent à agir comme ça. Et si le président de la République n'agit pas comme il a dit qu'il agirait, c'est beaucoup pour des raisons du mode de scrutin. C'est le mode de scrutin qui le conduit à dire des choses dont il sait qu'il ne pourra pas les réaliser ensuite. C'est pas parce qu'il est méchant ou qu'il a envie de faire autre chose que ce qu'il a dit, c'est parce qu'il y a des institutions qui conduisent à cette situation. Donc à la fois, il faut tenir compte du courage ou du non-courage, ou du courage insuffisant des hommes, mais aussi des institutions. Et donc, j'avais fait quelques suggestions sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui me semble, à la suite de cette discussion, on peut maintenir. Un dernier mot. Julien Drey, vous avez dit que les expériences de personnalité de la société civile qui arrivent dans le monde politique n'ont pas donné de grands résultats. C'est peut-être vrai parce que c'était des exceptions, parce qu'il n'était pas normal qu'ils arrivent là. Pourquoi est-ce que dans les autres pays, il paraît naturel que les gens passent des affaires à l'université, de l'université à la vie politique? C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Allemagne, ce sont des juristes. Pourquoi est-ce que nous sommes le seul pays avec cette classe politique très étroite, très unifiée, très proche l'une de l'autre et ne représentant vraiment mal l'ensemble de la société? Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir l'exigence de la représentation miroir, elle n'est pas possible, elle n'a pas de sens, mais que nombre de groupes, les femmes, les jeunes, les descendants d'immigrants, le secteur privé et le sentiment qu'ils sont gouvernés uniquement par des professionnels de la politique et des élèves de l'ENA, je crois que ça contribue à la dépréciation qu'il y a en général vis-à-vis de la classe politique. Et ça me paraît grave, parce que la classe politique, c'est justement le parlementarisme auquel vous êtes attachés, et que par conséquent, il ne faut pas qu'il y ait un décalage trop grand, comme il est en ce moment, entre les parlementaires et la société en général. Gilles Finkelstein, si on change, on change quoi? Alors, deux courtes remarques là, pour répondre à cette question, et puis pour faire vivre le débat. D'abord sur les institutions et puis sur le politique. Sur les institutions, je partage avec Julien la nostalgie de cette période de cohabitation dans laquelle non pas parce que c'était Lionel Jospin, ou pas seulement, mais parce qu'on revenait à une vision plus originelle de la Ve République. En même temps, Julien ne répond pas, il reproche à Stéphane de ne pas répondre à une question, il ne répond pas non plus à l'autre question, c'est comment la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui n'est portée à peu près par personne, et en tout cas par aucun candidat à la présidence de la République, et qui ne peut être adoptée par personne, ou en tout cas pas par une majorité de Français, comment cette idée-là, avec laquelle on peut intellectuellement être d'accord, n'est pas une impasse.
En revanche, je crois qu'il y a des choses qui peuvent être faites. On peut espérer de la pratique, on peut espérer que, contrairement à la formule traditionnelle, c'est la sagesse des hommes qui viendra pallier la folie des institutions. D'une certaine manière, c'est ce qui se passe depuis le 11 janvier, ce qu'on appelle une forme de représidentialisation de François Hollande est un pas en ce sens. On va voir si ça peut durer. Il peut y avoir des changements liés au texte même. Franck Riester en a évoqué quelques pistes sur les relations entre l'exécutif et le législatif. Il peut y en avoir aussi sur l'exécutif lui-même. Donc il y a possibilité de faire mouvement, même si je ne crois pas à une réforme radicale. Dernier mot sur ce que disait Stéphane Rosès tout à l'heure, non pas sur les institutions, mais sur le politique au sens noble, sur les différentes fonctions du politique. Et je crois que c'est la question majeure, au-delà même des institutions. Il y a, quand on réfléchit aux politiques, une dimension tactique. Et qu'il faut accepter. La politique, c'est aussi la gestion des hommes, des situations, des rapports de force. Et cette dimension-là n'est pas plus présente aujourd'hui qu'hier, elle est seulement plus lisible, plus visible dans une société qui est plus transparente et avec des citoyens qui sont de plus en plus décrypteurs. Il y a une dimension technique qui est beaucoup plus forte qu'auparavant dans une société dans laquelle les choses sont plus complexes et on demande aux responsables politiques de maîtriser les dossiers. Et donc, à un problème, il doit y avoir tout de suite la demande, quelle est la proposition, quelle est la solution. Ces deux dimensions-là sont donc beaucoup plus présentes qu'auparavant. Il y a en revanche deux autres dimensions qui, pour le coup, le sont insuffisamment. Il y a, quand on réfléchit aux politiques, une dimension stratégique, c'est-à-dire la capacité de se projeter dans un horizon qui n'est pas celui du court terme, des 6 mois. Une des responsabilités du politique, c'est d'être capable de mobiliser une société à un horizon qui dépasse même celui d'un mandat, qui est celui d'une décennie ou d'une génération. Cette dimension-là est moins présente qu'auparavant. Et puis il y a une dimension symbolique. Le politique, c'est aussi la capacité à rassembler une société, à créer ce que Stéphane appelle un imaginaire, en tout cas à répondre à cet imaginaire. Et je crois que ce sont ces deux dimensions-là qui font aujourd'hui, au-delà de tous les problèmes institutionnels qu'on a évoqués, qui font trop défaut, et ce, depuis de nombreuses années. Merci.